Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce samedi 25 février. Il était une sorte d'arbitre de la classe politique en 2018. Corneille Nangaa décide d'être acteur de la politique active en RDC. L'ancien président de la CENI a lancé son propre parti. Il annonce également que sa formation alignera des candidats à tous les niveaux lors des élections à venir. À la une également, Félix Tshisekedi passe la main à Ali Bongo à la direction de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Bonsoir à tous. Ouverture ce samedi à Kinshasa de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États d'Afrique centrale sous la conduite du chef de l'État Félix Tshisekedi, président en exercice de la dite organisation. Au cours de cette session, le président Tshisekedi a passé la main, la passation avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, président entrant de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Je le disais en titre, la classe politique congolaise doit désormais compter avec un nouveau parti politique, Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP en sigle. Son lancement officiel a eu lieu ce samedi à Chaubeuse. Il s'agit d'une nouvelle offre politique déroulée par son président Corneille Nangaa. L'homme de la passation pacifique du pouvoir en 2018 a aussi laissé entendre que sa formation politique présentera des candidats à tous les niveaux lors des élections à venir. Fiston Oleko et Stani Samba étaient là. La salle Chaubeuse a refusé du monde ce samedi 25 février. Les militants du parti Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP en sigle, étaient déjà massés devant les bâtons de la salle la matinée, alors qu'à l'intérieur, l'ambiance était électrique. Consciente de la situation alarmante actuelle du pays, Formation politique dit être détentrice d'une nouvelle offre politique portée par son président Corneille Nangaa avec comme fondement des valeurs du patriotisme, de dignité et de travail. Au regard du tableau institutionnel, on se retrouve exactement dans la situation qui Dieu, voyant la misère de ton peuple dément, qui embellit, qui règne pour nous. Notre réponse en tant que parti dénommé Action pour la dignité Congo et de son peuple, ADCP, est pratiquement de même inspiration. Mais voici, Seigneur, en bon. Notre offre est basée sur quelques valeurs, à savoir le travail, le pur labeur contre la tâche, le civisme, le patriotisme contre l'esprit, l'humilité du commencement, contre des rêves irréalisables. Dans cette offre politique, l'ADCP dit répondre à deux préoccupations majeures de la RDC basées sur le besoin impérieux du redressement de l'État congolais à travers l'armée, la police, l'administration et la justice. Ce n'est pas tout, mais aussi répondre positivement à la nécessité de rompre avec l'extrême pauvreté qui gangrène le pays. Quant aux élections générales qui pointent à l'horizon, l'ADCP a l'ambition d'aligner les candidats à tous les niveaux. L'objectif pour les partis politiques est la conquête. L'ADCP n'envisage pas, pour sa part, la conquête du pouvoir pour le pouvoir. Elle porte une offre politique ambitieuse et réalisable qui vient de lui être présente. La matérialisation de cette offre qui requiert la conquête du pouvoir décide. Ça ne peut se concevoir pour ça. Puisque nous parlons des conquêtes, il doit être clair. L'ADCP se prépare à présenter des candidatures à tous les niveaux. En ce qui concerne les clivages majorité-opposition, l'ADCP, parti cher au chef d'orchestre des élections qui a conduit à l'alternance politique de 2018, a laissé entendre qu'il n'analyse pas la politique dans cette optique. La priorité des priorités reste le Congo et bien sûr les Congolais. La mission d'observation électorale de la SENCO et de l'Église du Christ au Congo alerte sur un sérieux problème quant à la sécurisation du matériel électoral sensible et qui, selon les deux organisations, est susceptible d'entamer la confiance du public au processus électoral, mais également de compromettre la crédibilité et les résultats des élections prévues en décembre prochain. Enoch Issei.
Le dit dans un communiqué rendu public ce vendredi 24 février, à la suite des informations faisant état de la circulation entre les mains des individus n'en ayant pas qualité de matériel sensible destiné à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le premier incident, en date du 10 février 2023, a fait état de la détention des cartes d'électeurs vierges par certains individus dans les territoires des Massimonimba en province du Kwilu. Dans son communiqué de presse, la CENI a fait état de l'arrestation d'un individu en possession d'un lot de 300 cartes de lecteurs en provenance des Massimonimba. Encore le 21 février 2023, la mission d'observation électorale 5OECC dit avoir été saisie de la présence d'un kit d'enrôlement des électeurs, des cartes de lecteurs et autres matériels électoraux dans l'un des véhicules en provenance de Kinshasa victime d'un accident de circulation sur la route Kinshasa-Chikapa dans la province du Kasaï. Un autre communiqué de la CENI a confirmé le fait et demandé à la justice d'en sanctionner les acteurs. La mission d'observation électorale 5OECC stipule que si les choses ne sont pas clarifiées à ce stade, ce serait irresponsable de la part de tous d'avancer dans un processus électoral où la crédibilité est sérieusement mise en cause. Alerte la mission. Ainsi, la 5OECC demande à la justice d'organiser des procès publics, voire des audiences foraines, afin que les citoyens et les partenaires internationaux soient éclairés sur les conditions dans lesquelles ces matériaux électoraux sensibles se sont retrouvés entre les mains de ces individus et pour quelle fin. La mission recommande également à la CENI d'organiser en toute urgence et à tout niveau les inventaires des matériaux électoraux sensibles commis à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs et de continuer à sanctionner sévèrement, les cas échéants, son propre personnel impliqué dans ces différents crimes. Le gouvernement entend résoudre la question du déficit du courant électrique. C'est dans ce cadre qu'une délégation de la société norvégienne Scatec était venue faire part au ministre de Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mwenze de l'évolution du projet de construction de la centrale Ruzizi 3 au Sud Kivu. Le projet, fruit d'une coopération entre 3 pays de la région, prévoit de desservir plus de 2 millions de ménages. Suivez. Après presque 10 ans de préparation, d'analyse, de recherche et de dialogue, la centrale Ruzizi 3 va être construite sur la rivière du même nom, dans la province du Sud Kivu. Le projet prévoit de desservir le courant électrique à la RDC, mais aussi à 2 de ses voisins de l'Est, à savoir le Burundi et le Rwanda. Au total, 206 MW devront être produits et profiteront à plus de 2 millions de ménages dans la région. Devant l'ambassadeur de Norvège en RDC, les représentants des constructeurs expliquent. This project, as explained, is very transformative for South Kivu. It will be 206 megawatts. The power will be shared across the Great Lakes region, and it will be addressing an electricity deficit in South Kivu, where we believe that out of 12 million people in the Kivu region, only 5% currently have electricity. Donc ce projet est un projet de 206 MW qui seront partagés entre les 3 pays de la région des Grands Lacs. Ce projet va venir aider le déficit qu'il y a en électricité où pour l'instant nous estimons qu'il n'y a que 12% de la population, surtout dans le sud Kivu, qui a accès à cette électricité. Nous avons eu le plaisir d'informer le ministre, son Excellence, que nous avons mobilisé les bailleurs de fonds du projet. Ils ont tous été confirmés et ils ont même commencé leur revue du projet. Il y a plusieurs bailleurs de fonds, entre autres la Banque mondiale, il y a le gouvernement norvégien, il y a l'AFD, l'Agence française de développement, il y a la Banque européenne d'investissement. European Investment Bank. Voilà. Il y a aussi une banque BII qui est une banque qui se trouve en Angleterre. Le projet coûtera 750 millions de dollars américains et devrait durer 5 ans. Les entreprises en charge de la construction du barrage se montrent enthousiastes et contents du chemin parcouru. Extremely complicated project, and it has taken us 10 years to even get to this stage. C'est un projet qui est assez complexe, qui nous a pris 10 ans pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Donc 10 ans, pourquoi? Parce que c'est un projet régional,
Donc nous l'avons dit, c'est un projet qui est complexe, qui a demandé énormément d'études sur plusieurs années pour justement nous assurer de la faisabilité de la mise en place de la construction de ce barrage. Donc les bailleurs de fonds sont très impliqués dans ce projet-là. Ils ont démontré un intérêt, un très grand intérêt. Et si tout se passe comme nous le souhaitons, nous souhaiterions commencer une partie des travaux avant la fin de cette année. Le projet de la centrale de Ruzizi 3 entre dans la politique du gouvernement de booster la production du courant électrique à travers des centrales moyennes proches des populations en vue d'augmenter la production d'électricité au pays. Désormais, il ne sera plus question de s'appuyer sur la seule centrale d'Inga. Parlons sport. À présent, l'association sportive Vita Club a battu la jeunesse sportive de Kabylie par 1-0. Match comptant pour la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. C'était au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville. Le club vert et noir enregistre ainsi sa première victoire dans la compétition. Blaise Kouzola. L'association sportive Vita Club de Kinshasa a battu 1-0 la jeunesse sportive des Kabylie de l'Algérie en match de la 3e journée du groupe A de la phase de poule de la Ligue de champions de la Confédération africaine de football, CAF en sigle. C'est samedi 25 février 2023 au stade Alphonse Massamba Deba de Brazzaville en République du Congo. Le but de Vita Club a été marqué par Chikitole Mamabidi à la 65e minute de la partie après une première mi-temps d'un score nul et vierge de 0 but partout. C'est une première victoire pour le Dauphin Noir de Kinshasa qui empoche 3 points à cette étape de la compétition. Lors de la prochaine rencontre, Vita Club va effectuer le déplacement du Maroc pour être reçu par l'équipe locale de Wydad Athletic Club de Casablanca en match en retard de la première journée le vendredi 3 mars prochain. Lors du match de la 2e journée joué le samedi 18 février dernier, Vita Club avait perdu sous le score de 1-2 devant Petro Atlético de Luanda d'Angola. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Bien que leur nombre se soit quasiment multiplié par 6 depuis tant d'années, les coopératives agricoles marocaines demeurent confrontées à de nombreux défis, dont l'accès limité au financement et la faiblesse des compétences managériales de leurs gestionnaires. Edouard Funda. Près de 20% des coopératives agricoles marocaines deviennent inactives durant les premières années suivant leur création, en raison notamment du manque de financement et de la faiblesse des compétences des dirigeants de ces entités économiques dans les domaines de la gestion, du marketing et de l'adaptation aux fluctuations économiques, selon un rapport publié par l'éditeur des revues scientifiques en libre accès MDP. Rappelant que le nombre des coopératives agricoles au Maroc est passé de 427 en 2009 et 2504 en 2020, le rapport souligne que ces structures jouent un rôle stratégique dans la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'auto-emploi. Le secteur coopératif dans le domaine agricole constitue également un vecteur précieux pour le développement socio-économique des territoires, agissant comme un levier pour la protection sociale et environnementale, ainsi qu'un moteur de réduction des inégalités sociales et spatiales. L'inactivité et la mortalité des coopératives agricoles freinent de ce fait le développement du secteur agricole et affaiblissent le rôle des petits agriculteurs comme moteur de développement socio-économique. Les résultats pour l'ensemble de l'année 2022 publiés par AngloGold Ashanti, compagnie minière sud-africaine, révèlent une augmentation de 15% en glissement annuel de la production de l'or. Elle s'est ainsi située à 1,63 million d'onces en 2022. Encore une fois, Edouard Fonda. Le géant sud-africain et plus grand producteur d'or basé sur le continent africain, AngloGold Ashanti, a enregistré une production d'or en progression de 15% en glissement annuel en 2022. Cette production a atteint 1,63 million d'onces contre 1,42 million d'onces en 2021. AngloGold Ashanti exploite des mines d'or au Ghana, en Tanzanie et en Guinée. Sa plus importante production a été enregistrée dans sa mine tanzanienne. Celle-ci lui a rapporté 521 000 onces en hausse de 7% en glissement annuel contre
contre 498 000 onces sur ces 2 mines ghanéennes. Troisième producteur mondial d'or, la société minière sud-africaine Anglo Gold Ashanti indique avoir réalisé une performance opérationnelle en 2022 en améliorant son flux de trésorerie, sa sécurité et sa production d'or. La production globale de la compagnie s'établit à 2,74 millions d'onces avec le fait qu'elle exploite également des mines d'or en Australie, au Brésil et en Argentine. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Il était une sorte d'arbitre de la classe politique en 2018. Corneille Nangaa décide d'être acteur de la politique active en RDC. L'ancien président de la CENI a lancé son propre parti politique. Il a également annoncé que sa formation alignera des candidats à tous les niveaux lors des élections à venir. Et puis vous l'avez suivi, Félix Tshisekedi passe la main à Ali Bongo Ondimba à la tête ou bien à la direction de la commission de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.